18h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Mireille Akindie. Campagne de commercialisation du cacao. Les exportateurs s'engagent à respecter le prix fixé par l'autorité de régulation. Un code de bonne conduite a été signé hier. Comment améliorer la sécurité transfusionnelle en Afrique? La question est au centre d'un symposium depuis hier à Grand-Bassam. La tension monte entre l'ONU et le gouvernement congolais. Kinshasa demande un plan de retrait définitif de sa mission en RDC. Voilà pour le sommaire. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue sur la radio. Madame, Monsieur, bonjour. Le directeur général du groupe Standard Chartered Bank était hier chez le chef de l'État, Bill Winter, et le président Alassane Ouattara ont parlé des performances de l'économie ivoirienne et des opportunités d'investissement dans les domaines des infrastructures et du financement structuré. Le secteur du numérique était également au centre des échanges, avec notamment un investissement réalisé par cette banque pour ce qui est de la banque digitale, facteur d'inclusion financière. Bill Winters à sa sortie d'audience. Nous avons discuté avec le chef de l'État et les ministres concernés du succès de l'économie ivoirienne, également des opportunités dans le domaine des infrastructures et dans les domaines du financement structuré. Nous avons également parlé de l'importance stratégique de la Côte d'Ivoire, où nous sommes présents depuis plus de 17 ans et où nous avons récemment investi dans le domaine de la banque digitale, facteur d'inclusion financière. Les projets à court terme portent notamment dans le financement du secteur énergétique, notamment avec Côte d'Ivoire Énergie. Nous travaillons sur l'apurement des arriérés du secteur électrique, mais également avec l'État de Côte d'Ivoire sous forme de support dans le cadre du financement des emprunts obligataires et également sous forme de prêts bilatéraux. Les exportateurs de cacao interdisent à tous leurs agents de payer du cacao au-delà du prix fixé par le Conseil Café Cacao. Ils s'engagent à respecter un prix d'achat entrée-usine fixé par l'autorité de régulation et à faire une large diffusion auprès de leurs employés et de tous leurs traitants. Une charte visant au respect de ces mesures a été signée hier. Les exportateurs s'interdisent également de payer une quelconque prime supplémentaire à des fournisseurs lors de l'achat du cacao ordinaire. Le 4e symposium international sur la transfusion sanguine a démarré hier à Grand-Bassam. Plus de 250 participants venus d'Afrique, d'Asie et d'Europe ont 3 jours pour partager leurs expériences et les bonnes pratiques dans le domaine afin d'aboutir à la sécurité transfusionnelle en Afrique. Ce symposium se tient en même temps que le 4e congrès de la Société ivoirienne d'hématologie, immunologie, oncologie et transfusion sanguine sous le thème « Quelle stratégie pour une sécurité infectieuse transfusionnelle maximale ?» Dr Konaté Seydou est le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Il revient ici sur l'intérêt de cette rencontre. Chaque fois que vous faites des prélèvements de sang, il faut que ce sang, avant d'être transfusé à des malades, soit sécurisé. Pour le sécuriser, il faut faire un certain nombre d'examens avant de le mettre à la disposition des patients. C'est ce qu'on appelle la qualification biologique. Et ceci est très important. Dans la qualification biologique, vous avez le côté, n'est-ce pas, infectieux, et puis vous avez le côté immuno-hématologique. L'année dernière, nous avons traité du côté immuno-hémato, qui concerne tout ce qui est groupage sanguin, compatibilité. Et cette année, nous traitons de tout ce qui est infectieux. Pour les pays africains, de manière générale, l'OMS a recommandé qu'avant de transfuser du sang qui a été prélevé chez des donneurs, il faut faire un certain nombre d'examens, dont le VIH-Sida, l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis. Voir dans chaque pays qu'est-ce qui est fait exactement, partager l'expérience des pays membres du RAF. Dans le même temps, 8 pays africains et la France se sont retrouvés récemment à Abidjan pour lancer un plaidoyer en vue d'accroître le budget de la santé dans les pays participants. C'était au cours d'un atelier sur le financement de la santé en Côte d'Ivoire. Solange Koné, la coordinatrice du projet, prône une synergie des ONG pour plus d'efficacité. Nous avons plusieurs thématiques, la question de la transition, la question de l'utilisation efficiente des fonds, la question du budget lui-même de façon globale. Nous avons la question de la société civile, même sa structuration, une coordination qui permette de parler d'une seule voix. Ce que je demande à mes pairs, c'est que de plus en plus, nous soyons dans la même logique, que nous parlions le même langage, que nous ayons une synergie d'action. Ça ne sera pas toujours à 100%, mais les structures essentielles comme les plateformes, comme les réseaux, s'ils se mettent ensemble, si nous avons un plaidoyer, si nous avons un point de demande, je pense que ça sera plus fort que d'aller en rang
dispersés. Restons toujours dans le domaine de la santé pour parler d'une formation technique de réanimation à l'attention des médecins, des sages-femmes et des infirmiers du Bunkani et du Gontougou. Cette formation, financée par l'UNICEF en collaboration avec le ministère de la Santé, vise à réduire le taux de mortalité néonatale dans cette partie du pays. Elle a été organisée par l'Église de Jésus-Christ des Saints Derniers Jours dans le cadre du programme dénommé « Aider bébés à mieux respirer ». Meshack Steve. Aider les bébés à respirer est un programme mondial afin de sauver les bébés à la minute d'or, lors de laquelle la stimulation respiratoire et la ventilation au ballon peut sauver la vie du bébé. Willy Binet Nessaboué, président de mission de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours de Côte d'Ivoire Est. 10% des enfants qui naissent dans ce monde, ils ont besoin vraiment d'une assistance. Alors on a pensé que c'était nécessaire aussi que nous apportions cette connaissance aux médecins, aux infirmiers, aux accoucheuses pour une meilleure prise en charge des enfants. Durant 5 jours, les acteurs de la santé du Gontou et du Bunkani ont reçu une formation pratique sur la réanimation du nouveau-né en détresse respiratoire et le séchage du bébé. Dr Glade Gordon, médecin formateur. Dans le temps, on a fait beaucoup de choses, comme on a frappé les bébés. On sait que ça peut blesser l'enfant. Alors, au lieu de faire cela, s'il ne respire pas, on stimule l'enfant à un ballon et un masque pour réanimer les enfants. Les participants à cette formation disent leur satisfaction. Ata Virginie, sage-femme au CHR de Bambukou. Avec la pratique, on a acquis des compétences qu'on pourra mettre en pratique sur le terrain. Ndri Aou Priska, sage-femme au CSR de Broukro. Le matériel qu'ils nous ont donné, ça nous facilite la tâche pour vite réanimer l'enfant. Au thème de la formation, 300 kits de stéthoscopes pédiatriques, de ballons de réanimation, d'aspirateurs de réanimation néonatale ont été remis à chaque responsable de zone. Meshack Steve, Bambukou pour Radio Côte d'Ivoire. Renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Odiéné vient d'installer sa commission régionale de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale en vue de maintenir un climat de paix et de réconciliation, nous dit Tanokone. Cette commission comprend 15 membres, à leur tête le préfet de la région du Kabadougou, Goun Germain François. Sa mission, coordonner les différentes alertes avec les mécanismes de prévention de conflits déjà en place afin que l'État soit mieux informé pour anticiper sur la survenue des différentes crises potentielles. Koulibaly Tiouzon, directeur général de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, il revient ici sur les missions de cette commission. Ces commissions sont chargées de contribuer à la prévention des conflits, animer et coordonner le mécanisme d'alerte précoce de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, faire le suivi des indicateurs de solidarité et de cohésion sociale au niveau de leurs régions respectives, faire l'état des lieux de la solidarité et de la cohésion sociale dans leur région. Le secrétaire général 2 de la préfecture d'Odiéné, représentant le préfet, président de la commission, a pris l'engagement au nom de ses pairs à mener à bien cette mission. Nguessan Aoutou Vincent. Nous nous engageons à assurer les choses de sorte que tout conflit soit évité dans la mesure où cela dépend de nous pour que règne la paix, la cohésion sociale, pour le bien-être de nos populations. La commission régionale d'Odiéné est la 11e commission de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale. Pour qu'elle mène bien ses missions, les membres ont été formés essentiellement en technique d'alerte précoce, les relations entre la solidarité, la cohésion sociale et les domaines de la vie. La commission a également reçu du matériel de travail. Tanokone, Odiéné, pour Radio Côte d'Ivoire. La régionale. La régionale nous conduit à Mahapleu, un village du département de Danané. Là-bas, les handicapés exercent des activités génératrices de revenus avec beaucoup de difficultés. Gervais Kossi. Distant de 49 km de Mans et 25 km de Danané, la sous-préfecture de Mahapleu est située dans le département de Danané. Dans cette localité vivent des handicapés. Ces non-voyants, paralytiques et amputés se sont regroupés au sein d'une association, l'ONG Vivre avec son handicap. Contrairement aux autres handicapés qui s'adonnent à la mendicité ou s'apitoient sur le sort à ne rien faire et à vivre aux dépens des autres, ceux de Mahapleu exercent dans le domaine de l'agriculture pour se prendre en charge et mettre leur famille à l'abri du besoin. Fagua Anderson est le président de l'ONG. Non-voyant, il donne les raisons de la création de l'association. Dans les Tokbi ici, comme les handicapés sont dans la souffrance, il n'y a pas quelqu'un pour nous encadrer. C'est pourquoi, avec mes amis, on a réfléchi, on a dit bon, il est mieux de mettre une association ou bien une ONG sur pied pour pouvoir encadrer
nos frères. Il expose ici les réalisations de l'ONG. Nous, on fait agro-pastoral, bas-fond, champ de manioc, champ de riz pluvial. On n'a pas notre propre terrain, mais les terrains qu'on prend avec nos frères, le manioc, on a 3 hectares, le riz, on a 1 hectare. Avec leur handicap, comment ont-ils réussi à mettre toutes ces parcelles en valeur? Réponse. Les non-voyants ne travaillent pas seuls. Il y a les voyants handicapés avec nous et d'autres ont leurs conjointes aussi qui sont des voyantes. Ce sont eux qui nous aident, qui nous guident à aller travailler. Notre secrétaire général, c'est un voyant. C'est lui aussi qui nous encadre un peu partout où on va. Même la locomotion, c'est lui qui nous apprend. Les handicapés de Maple veulent faire davantage, mais sont limités par faute de moyens. On a besoin d'un grand porcherie ou un grand poulailler aussi. Parce que si on a ça, c'est le revenu là. On va aider nos frères là pour les installer un peu et puis ils seront autonomes. On veut aussi apprendre ces enfants handicapés là aux petits métiers comme la cordonnerie, technique, la coiffure aussi. À côté des difficultés liées à l'exercice de leurs activités, ils sont marginalisés par une frange de la population sans cœur. Le témoignage de Gueux Kongapi Célestin, non-voyant, trésorier général de l'association. Nous sommes un peu rejetés. On fait école braille. Quand on va à l'école, il y a des gens qui nous trompent. Quand on dit va à droite, on tombe dans les trous, dans les caniveaux. Mais actuellement, ça commence à changer. Ce n'est plus comme avant. Les gens commencent à nous approcher. Malgré ces conditions de travail et de vie sociale difficiles, les handicapés de l'ONG Vivre avec son handicap des Maple espèrent en des lendemains meilleurs, d'où la joie qui les anime lorsque vous les trouvez regroupés. Gougou Sona Martine est amputée d'une main. Elle a vu sa condition de vie changer depuis qu'elle a intégré l'ONG Vivre avec son handicap. Depuis que je suis rentrée en ONG, ça commence à aller un peu. La souffrance commence à diminuer. Je ne sais plus si je suis handicapée ou pas. J'ai le temps de changer avec mes amis. Notre condition de vie, c'est très difficile. Parce que je n'ai pas les moyens. J'ai un seul bras. Je ne peux pas travailler au champ. Pour travailler au champ, c'est difficile pour nous. Les handicapés, à travers le président Fagua Anderson, lancent ce cri de cœur aux bonnes volontés et aux cadres de la région du Tongpi. Dans notre canton ici, il y a trop de cadres. Surtout dans le Tongpi, il y a trop de cadres. On les demande de venir à notre aide pour nous enlever dans la précarité. Comme nous sommes des non-voyants et les personnes handicapées, pour travailler au champ qu'on est en train de faire là, vraiment c'est quelque chose qui est difficile. Mais si on a les poulaillers, la porcherie ici, ça va nous aider beaucoup. Et puis, ils n'ont qu'à nous donner les moyens de déplacement. Parce que l'ONG là peut travailler un peu partout dans le Tongpi ici. C'est dans une ambiance festive que nous avons pris congé des handicapés des Maple qui espèrent de tout cœur que le cri de détresse sera entendu. L'arrivée en RDC d'un bataillon indonésien dénommé de déploiement rapide met le feu aux poudres. Le matériel destiné à ce contingent de casques bleus a été bloqué par l'administration congolaise au moment où les membres du Conseil de sécurité de l'ONU sont attendus cette semaine à Kinshasa. La RDC dit ne pas être d'accord avec ce nouveau déploiement qui se serait fait sans concertation. Kinshasa demande alors à l'ONU d'établir un plan de retrait définitif de sa mission en RDC. 3 gendarmes burkinabés ont été grièvement blessés dans une attaque au nord de Ouagadougou. L'attaque a été menée contre la gendarmerie de l'Amphira par des individus armés non identifiés. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes depuis le premier trimestre de 2015. Ouagadougou, la capitale, a été frappée à 3 reprises. Et puis en Mauritanie, l'opposition accuse le chef de l'État de violer la Constitution. Elle dénonce la non-tenue lundi de la première session de l'Assemblée nationale. Cette session devrait avoir lieu le premier jour ouvrable du mois d'octobre, mais le pouvoir du président Ould Abdelaziz n'a donné aucune explication à la non-convocation de cette assemblée dominée par son parti. Pour l'opposition, c'est la preuve que le pouvoir continue de piétiner la loi. Le dossier du jour. Le dossier nous parle des anarques sur les réseaux sociaux. Des individus mal intentionnés usent de stratégies pour gruger d'honnêtes citoyens. Le dossier de Asta Sidibé. J'ai trouvé une page qui vendait des chaussures et j'ai vu le nombre d'abonnés qui était de plus de 30 000 abonnés. Donc je me suis dit, waouh, il ne peut pas faire de l'arnaque. Ils m'ont montré les modèles que je devais acheter et j'ai envoyé l'argent, 250 000 francs. On m'a donné la date, tout et tout. Le jour arrivé, on me demande de donner le code, tout et tout. Je donne. On me dit non, que c'est pas enregistré là-bas. Fatim Konessi Prévénante s'est fait avoir par un faux commerçant. Une mésaventure qui est désormais répandue. L'arnaque sur les
les réseaux sociaux. En un seul clic, on passe une commande sur le numérique. Mais le danger est réel. Sarah est une Ivoirienne qui vit aux États-Unis. Elle vient de se faire arnaquer $700. C'était un voleur. Il m'a dit qu'il avait effectivement la marchandise que je voulais. Il met des articles que lui-même il ne vend pas. Je lui ai envoyé de l'argent avec les frais compris pour qu'il m'envoie la marchandise. Je n'ai jamais reçu de marchandise. Il m'a bloqué de Facebook et WhatsApp. Donc jusqu'à présent, ni argent ni marchandise. C'est la première fois que cela vous arrive? Oui, c'est la première fois que cela m'arrive. Claudine, elle s'est laissée séduire par la publicité faite sur des produits capillaires. Par honte, elle nous a juste laissé entendre qu'elle regrettait. Avec le numéro laissé sur la page Facebook, nous sommes entrés en contact avec ce prétendu commerçant. Bonjour madame. J'appelle parce que j'ai commandé des produits avec vous, mais depuis une semaine, j'ai pas encore reçu les produits. Patientez un peu, vous allez recevoir ça. Il paraît que vous n'en voyez pas que vous arnaquez les gens, c'est vrai? Ah bon? Fin de la communication. S'il y a des hauts risques à se faire gruger son argent, il y a plus drôle. Le produit commandé sur Internet n'est pas celui livré. Là, je vis en France. J'ai vu un body qui m'a plu. Au moment de la livraison, j'ai pris l'habit. J'ai fait l'habit, je me rends compte que le vêtement, il s'arrête juste au niveau du nombril. Donc, j'appelle la dame, mais je commence à me plaindre. Elle me dit, oui, en fait, que c'est pour les filles. J'étais choquée concernant la nourriture. J'avais vu un joli plat de tiède. J'ai reçu, on va dire, du riz gras à la place, quoi, qui n'avait rien à voir avec l'image. Le grand danger, c'est de se retrouver en face de bandits. J'ai une copine, elle s'est fait braquer. Elle a convenu du lieu de rendez-vous avec la vendeuse. Lorsque le livreur arrivait, apparemment, le livreur, c'était un braqueur. Il lui a pris son téléphone, il lui a pris l'argent qu'elle avait sur elle. Koulibaly Hassan est fondateur de la plateforme Police Secours sur les réseaux Facebook. Lui et son équipe ont un rôle de conseiller et orientent les victimes vers les services compétents. Nous avons un rôle de conseiller, que via les réseaux sociaux, les arnaques sont récurrentes. Tout le temps, nous sommes confrontés à cela. Quand quelqu'un est arnaqué, le service compétent en Côte d'Ivoire, c'est la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, la PLCC. La plupart des victimes interrogées ont décidé de ne plus poursuivre leur bourreau. Elles ont choisi la vigilance. Mais attention, on ne sait jamais. L'eau est toujours trouble sur les réseaux sociaux. Les arnaques sur les réseaux sociaux, c'était le dossier de Asta Sidibé. C'est aussi la fin de ce journal. Le rappel des titres. Campagne de commercialisation du cacao. Les exportateurs s'engagent à respecter le prix fixé par l'autorité de régulation. Un code de bonne conduite a été signé hier. Comment améliorer la sécurité transfusionnelle en Afrique? La question est au centre d'un symposium depuis hier à Grand-Bassam. Et puis la tension monte entre l'ONU et le gouvernement congolais. Kinshasa demande un plan de retrait définitif de sa mission en RDC. Merci de votre attention. Le président de l'ONG Civis Côte d'Ivoire est notre invité ce midi. Kwame Christophe, interrogé par Jérôme Kouakou. C'était le journal présenté par Mireya Kédié.